Encore une fois, bienvenue à tous, à ceux qui sont arrivés entre-temps aussi. Et nous allons donc démarrer cette présentation. Donc, 4 parties dans cette présentation. Quelques rappels sur l'agilité. Ensuite, on va expliquer le fonctionnement de l'agilité à l'échelle, parler un peu des principaux frameworks à l'échelle et vous parler des formations et de comment en savoir plus et avancer sur le sujet. Alors, l'agilité. Euh, L'agilité, elle adresse en particulier 3 challenges. Un besoin de réactivité face à un marché dynamique et changeant, des produits de plus en plus complexes qui nécessitent de plus en plus de contributeurs et des technologies qui sont aussi plus complexes. Aussi, de façon interne à l'équipe, la motivation des équipes et la nécessité de pouvoir se projeter et de donner du sens à ce qu'on fait. Et au-delà de l'effet de mode ou quoi, on voit quand même que les frameworks agiles sont très importants puisque le petit graphique que vous avez là, qui vient de State of Agile de 2022, la façon de le lire, c'est dans les équipes produits, enfin, dans l'ensemble des produits sur lesquels travaillent les équipes, 80% des produits ont au moins une partie de leur développement qui sont faits de façon agile. Et inverse, 24% ont au moins une partie de leur développement en waterfall, ce qui veut dire que 75% des produits ont zéro waterfall dans leur workflow de production et 75% n'ont pas d'itérative, etc. Donc on voit que l'agilité est dans quasiment tous les produits, des modes hybrides dans la moitié des produits et assez peu de waterfall. Donc c'est vraiment devenu le standard, la méthode agile. Quels sont les bénéfices de l'agilité? Toujours d'après State of Agile, les gens qui ont adopté l'agilité voient 3 principaux bénéfices. C'est accélérer le time to market, avoir une meilleure prédictabilité et diminuer les risques. Mais pour atteindre ces bénéfices, quelles sont les lignes directrices qu'il faut respecter? Alors, on a pris le Scrum Guide, puisque le Scrum, c'est un peu la base de l'agilité, et donc les lignes directrices et les valeurs que Scrum propose sont tout à fait alignées avec l'agilité. Et dans le Scrum Guide, il y a un certain nombre d'éléments qui dit que dans une équipe Scrum, il y a un seul Scrum Master et un seul Product Owner, en particulier pour accélérer le cycle de décision. On a un Product Owner qui est vraiment le responsable du produit. Que les membres de l'équipe sont cross-fonctionnels et qu'ils doivent avoir les compétences nécessaires pour créer de la valeur, que l'équipe est responsable de ses activités et qu'elle est autogérée, et elle est suffisamment petite pour rester adaptable, ce qui représente en général 10 personnes ou moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des rôles clés uniques, on demande de l'autonomie et de l'auto-organisation, et on garde des équipes de petite taille. On essaye de viser quelque chose de pas trop gros. Sauf que maintenant, pourquoi l'agilité à l'échelle? Parce que parfois, on a un utilisateur qui a un besoin, par exemple, quelqu'un qui veut acheter des bonhommes Lego en ligne, n'importe quoi en ligne. Et en face, on va avoir un product owner ou un product manager, en l'occurrence, quand on passe à l'échelle. Si on avait un product owner avec son backlog produit, il ne serait pas capable de répondre à ce besoin-là, parce que c'est trop de choses pour une seule personne et une seule équipe. Alors, on est obligé de découper ce backlog produit en plusieurs backlogs par équipe. Donc, on a divisé ce produit en sous-produits, parce que mon client qui veut acheter des Lego, eh bien, on va lui proposer un site qui présente un catalogue. Donc, il y a un backlog catalogue avec une équipe qui va gérer le catalogue. Mais quand il va vouloir acheter, il faut qu'il paye. Donc, on a une équipe qui va s'occuper du backlog paiement. Et c'est des contraintes, des technologies et une logique totalement différente entre le catalogue et la belle présentation du catalogue et le paiement et la sécurisation du paiement. C'est pas les mêmes contraintes et pas les mêmes priorités. On a aussi l'équipe pour le compte client, etc. Et toutes ces équipes-là, donc elles vont travailler en parallèle, mais à un moment, il va bien falloir intégrer leur développement dans un incrément produit euh, complet avec toutes les fonctionnalités que toutes les équipes ont développées.
Et donc, l'agilité à l'échelle essaye, les différents frameworks sont là pour répondre à ce besoin-là et à ce besoin de synchronisation. Parce que c'est pas juste faites vos trucs dans votre coin, c'est faites vos trucs dans votre coin et à la fin, ça doit fonctionner ensemble. Donc, il va falloir collaborer. Les frameworks à l'échelle. Donc, quels sont les frameworks aujourd'hui utilisés? Eh bien, ça tombe bien, c'est assez similaire à ce qu'on avait dans notre sondage. La plupart du temps, plus de la moitié du temps, c'est SAFe, Scaled Agile Framework. Plus Spotify à 7%, sachant qu'il y a souvent ce qu'on appelle le modèle SpotiSafe, c'est un hybride entre Safe et Spotify. Que Safe, c'est, on va en parler plus en détail après, puisque justement, comme c'est le plus important, on va se focaliser sur celui-là. Mais Safe, c'est un truc assez gros avec plein de choses dedans et souvent on ne l'implémente pas à 100%. On s'en sert comme une boîte à outils, on implémente des morceaux, on adapte des choses au contexte, etc. C'est pas forcément du Safe by the book, mais beaucoup d'entreprises ont fait le choix de se baser sur Safe comme point de départ en tout cas. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a effectivement donc Safe, Scrum at Scale et un peu le reste du monde. Parce que c'est vraiment la moitié des entreprises sont basées sur Safe, la moitié de celles qui restent sont basées sur Scrum at Scale, et après, c'est d'autres frameworks qui sont plus ou moins équivalents en termes de nombre de contextes qui les utilisent. Pour en savoir plus, on en reparlera à la fin, mais j'ai aussi écrit un article qui est sur le blog d'Obey, que vous pourrez aller voir, qui se penche un peu sur chaque framework, les compare et voilà, et donne quelques éléments pour se faire une idée et continuer de creuser après. Et donc, Safe. Safe lui-même, donc comme je vous le disais, c'est un gros framework avec plein de choses dedans. Vous voyez, ça c'est la présentation de Safe. Sur le site de Safe, ce gros graphique-là est cliquable. En fait, chaque élément, si vous cliquez dessus, vous amène sur le détail de chaque de l'élément sur lequel vous avez cliqué. Et donc, on voit qu'il y a vraiment plein de choses dedans. En particulier, Safe apporte 3 types d'éléments nouveaux pour aider à gérer le passage à l'échelle. Il y a des nouveaux rôles, évidemment. Il y a des nouveaux artefacts, des backlogs à différents niveaux, puisque du coup, on va gérer, comme on disait, hein, le backlog produit qui se découpe en sous-produits, etc. Et puis, il y a des nouveaux événements qui vont justement aider les personnes dans les nouveaux rôles à gérer les nouveaux artefacts et à synchroniser les personnes qui travaillent dans leurs équipes. Les niveaux usuels, tels qu'on les connaît. Donc, on a les équipes agiles, comme classique, pas à l'échelle. Ça, c'est quand on a juste un produit. On peut avoir 2 équipes qui travaillent en parallèle, mais de façon indépendante, chacune sur leur produit, avec un peu de synchronisation entre les 2, mais pas forcément grand-chose, pas forcément de besoin, voilà. Si on a besoin de synchroniser ces équipes entre elles, alors c'est important, enfin, on va mettre en place ce qu'on appelle un Agile Release Train, donc un train agile, et on va recréer du coup les rôles qui sont fondamentalement les mêmes que dans l'équipe agile, mais à l'échelle. Dans l'équipe agile, on a un product owner qui est en charge du produit, de définir ce que le produit doit faire, et la satisfaction client, etc. On a un Scrum Master ou un coach qui est là pour s'assurer de l'efficacité de l'équipe, promouvoir les bonnes pratiques, etc. Et on a une équipe de développement. Et l'équipe de développement, elle est garante de la qualité technique de ce qui est produit. Et de la documentation et des choses comme ça. Et ben, au niveau du train, on va retrouver ces rôles-là, sauf qu'on aura un product manager qui va être une sorte de PO de PO. On va avoir un système architecte qui va être celui qui va être responsable de la conception, enfin,
des bonnes pratiques de développement, de s'assurer que les bonnes fonctionnalités sont dans les bonnes briques. Donc bien, on a ce produit-là qui est bien censé faire ce truc-là et on n'a pas de verrue, etc. Et on a le RTE, le Release Train Engineer, qui est un Scrum Master de Scrum Master et qui va faire de la facilitation et mettre un peu de l'huile dans les rouages au niveau un cran au-dessus, donc entre les Scrum Masters et entre les équipes. Moins entre les... Enfin, pas entre les personnes d'une même équipe, mais vraiment entre les équipes pour les synchroniser et les aider à travailler sur leurs adhérences, leurs dépendances, etc. On peut avoir plusieurs trains qui travaillent en parallèle, qui n'ont pas forcément besoin d'être synchronisés, parce que voilà, on peut tout à fait avoir des trains indépendants, mais en avoir quand même plusieurs, parce qu'on a plusieurs grands produits. Et parfois, on peut avoir besoin du niveau encore au-dessus. On a besoin de synchroniser les trains entre eux. Du coup, Safe appelle ça une solution. Et on retrouve un solution manager qui est un product owner de product owner de product owner, un solution architect qui est celui qui va un peu au niveau urbaniste, quoi, tout en haut, s'assurer des choix techniques et de la qualité des choix techniques et de la qualité technique de la réalisation. Et un solution train engineer qui est un Scrum Master de Scrum Master de Scrum Master, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui va faciliter les synchronisations entre les trains. Et encore au-dessus, là je ne voulais pas dessiner parce que c'est très rare que ce soit implémenté, mais encore au-dessus, on a le portfolio. Et, surprise, vous ne devinerez jamais les rôles, on a un portfolio manager, un portfolio architecte et un portfolio, je ne sais plus ce que c'est pour le portfolio, mais voilà. On a les mêmes rôles, mais au cran d'au-dessus. Et ça s'arrête au portfolio. Et d'ailleurs, on va vous donner un exemple. Pris l'exemple de la suite Office. Le portfolio, ce serait Office 365, tous les trucs que peut faire Office. Et au sein d'Office, on a des solutions qui seraient tous les sous-produits Office, donc Excel, Word, PowerPoint, etc. Et si on regarde au sein de la solution Excel, on va avoir une équipe qui s'occupe de la manipulation des données. Quels sont tous les trucs qu'on peut faire avec les données dans les cellules, voilà. Pas la présentation, etc., mais tout ce qui est manipulation de données, calcul, etc. Et entre autres choses, cette équipe-là, il y en a peut-être une qui va travailler sur les tableaux croisés dynamiques, les trucs comme ça. Et puis, il y a une équipe qui va s'occuper de développer chacune des fonctions, les fonctions qu'on peut appliquer sur les données. Et cette équipe-là, elle aura une user story, par exemple. Ce sera, je veux faire la moyenne. Et donc, l'équipe, comme d'habitude, hein, l'équipe agile qui produit réellement, elle a des user stories et des tâches comme ceux à quoi on est habitué dans le contexte agile. Au-dessus, dans le backlog du train, ce sont ce qu'on appelle des features et des enablers. Et ces features seront décomposées en story. Et une feature peut être décomposée en story qui peuvent être réparties dans plusieurs équipes. La solution, elle utilise ce qu'on appelle des capabilities. Et ces capabilities, pareil, elles peuvent être découpées entre plusieurs trains. Et au niveau du portfolio, c'est là qu'on retrouve les épiques. Donc en fait, on retrouve bien la cascade Epic User Story, sauf que comme on a rajouté des niveaux au milieu, voilà, on a d'autres artefacts qu'on a créés pour gérer ça. Et la dernière partie, sur Safe, on va parler, enfin l'avant-dernière, parce qu'après on va se focaliser sur l'un de ces événements, on va parler des événements que Safe met en place. Alors attention, contrairement à d'autres frameworks, pour Safe, la durée des itérations, l'échelle de temps à la fin duquel on a un produit livrable, il est d'un trimestre. On peut éventuellement on peut avoir des livraisons entre-temps, etc., mais l'échelle de temps sur laquelle Safe réfléchit, c'est ce qu'on appelle un PI, un Product Interval. Et en général, c'est un trimestre. Vous allez retrouver des événements qui vont vous parler, hein, si vous connaissez déjà l'agilité. Le PI Planning, c'est l'équivalent d'un sprint planning.
sauf que c'est sur 3 mois. On le fait une fois par trimestre, au début du trimestre. Les participants, ce sont toutes les équipes qui vont être impliquées. Donc là, oui, pour vous dire aussi, là, la présentation que je vous fais, c'est à l'échelle du train, mais on le retrouve pareil à l'échelle solution ou à l'échelle portfolio. C'est juste plus simple et plus compréhensible si on se limite à l'échelle du train. Et vous pouvez vous l'imaginer à toutes les échelles. Donc le PI Planning, ça va être toutes les équipes qui vont réaliser, le Product Manager, le RTE, le système architecte qui vont participer aussi, et les stakeholders métiers pas dans le train eux-mêmes, mais qui sont partie prenante et qui vont avoir de l'influence sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prioriser, etc. Et le but de cette cérémonie, de cet événement, pardon, c'est d'établir la planification du train sur un trimestre, le trimestre qui vient. Donc, en impliquant tous les membres de toutes les équipes pour que tout le monde puisse participer, donner son avis et aider à trouver la meilleure façon de faire. Ensuite, on a les hard sync qui sont un peu l'équivalent des daily, sauf que c'est pas tous les jours, mais ce sont des événements qui servent à synchroniser les product owners pour suivre l'avancement des épiques et des dépendances, et à synchroniser les Scrum Masters pour partager et améliorer les pratiques transverses. Sachant que souvent, justement, on découpe l'hard sync en deux. Un hard sync pour les product owners, un hard sync pour les Scrum Masters. Puisqu'on va pas parler des mêmes sujets. Donc on le coupe en deux et on fait en général une fois par semaine. Alors c'est un peu ad hoc, à certains moments on peut avoir besoin de le faire plus. On pourrait se permettre de le faire moins, mais en général on le fait une fois par semaine. Ensuite on a la système démo, qui est un peu l'équivalent de la démo ou de la review, plutôt de la démo pour Scrum. Pareil, une fois par PI, à la fin, on montre l'ensemble, ce qu'on a fait sur l'ensemble du système. L'avancement du produit intégré, vraiment avec tout ce qu'on a produit dedans et tous ensemble. Et ça sert, comme pour la démo, Scrum, à s'assurer de l'alignement entre ce qu'on a développé et les visions produits et avec les sponsors. Et éventuellement, on peut avoir des discussions pour pouvoir adapter le plan, etc. Et les gens qui y participent, évidemment, c'est le product manager qui est le responsable de la vision et qui donc va voir à la fois valider que ce que les équipes ont produit correspond à sa vision et pouvoir confronter sa vision et ce qu'il a l'idée face au business, en montrer et en discuter. Évidemment, les PO, puisque ils ont fait pareil à leur échelle, les business owners, les architectes, etc. Et évidemment, les équipes, puisqu'elles ont participé, elles viennent participer à cet événement, tout comme la démo Scrum. Et enfin, le Inspect and Adapt, pareil, une fois par PI, c'est un peu l'équivalent de la rétro, et ça permet d'identifier les axes d'amélioration sur le fonctionnement du programme. Pareil, toutes les équipes participent, ou au moins un représentant de chaque équipe, et évidemment le RTE, l'architecte, les stakeholders, etc. Alors, on va faire un petit focus sur le PI Planning, qui est un peu le gros événement typique de SAFe. Et vous allez voir, quand je dis le gros événement, c'est pas juste parce qu'il est important, c'est parce qu'il dure 2 jours complets. C'est une fois par trimestre, mais c'est 2 jours complets. C'est un gros truc. Et il y a plein d'étapes dedans, mais en gros, il se divise en 4 grandes parties. Il commence par une présentation du cadre et des objectifs produits, où le business et le product manager et l'architecte, donc chaque composant du trinôme, entre guillemets, qui va guider ce qu'on va faire, va présenter la vision, leur vision dans chaque domaine, pour partager aux équipes, qu'on soit alignés sur quel est le contexte, quelle est la vision et quelles sont les bonnes pratiques de développement. Voilà, comment on va faire, et qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire et comment on va le faire sur le trimestre qui vient. Deuxième partie, partant de cette vision, de ce contexte et de ces bonnes pratiques, et les équipes vont planifier leurs épiques, identifier leurs dépendances, identifier les risques. Donc, chacun, indépendamment, chaque équipe va aller construire son backlog et sa vision de qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans le trimestre qui vient, de quoi est-ce qu'ils auront besoin de la part des autres équipes, et quels sont les risques qu'ils voient.
le lendemain, la troisième partie, c'est on a partagé toutes ces choses-là. Donc, à l'étape 2, on a partagé cette vision aussi. Et donc, à l'étape 3, nous, on a prévu, chaque équipe a prévu des trucs, mais il y a aussi les autres équipes qui leur ont fait des retours, qui leur ont dit, ah, mais on aura besoin de vous pour tel sujet, ah, mais il y a tel risque, il y a tel problème, telle dépendance. Du coup, on refait une passe pour mettre à jour les plans, ajuster et revoir un peu qu'est-ce qu'on peut envisager de faire. Et à la fin, on a donc un plan pour le trimestre qui vient et une liste de risques qu'on a pu relever. Et la dernière étape, c'est la clôture, où on va faire un vote de confiance pour savoir à quel point le plan qu'on a établi est faisable à notre avis, à quel point on a confiance dans ce qu'on a fait. Éventuellement, si on s'aperçoit qu'il y a des risques trop gros qu'on ne sait pas gérer, des dépendances qu'on n'a pas réussi, sur lesquelles on n'a pas réussi à se mettre d'accord, ou un niveau de confiance qui est trop bas, et on peut planifier des séances pour retravailler le plan. Et à la fin, on fait une rétrospective, voilà. Parce que comme c'est quand même un gros événement qui dure 2 jours, on se pose aussi la question de comment faire pour que le trimestre prochain, ça se passe mieux, petite rétrospective de l'événement. Et puis, on avance et on continue. Et là, une petite photo qui vient de scaledagile.com. Ça, c'est un PI planning, et vous pouvez le voir, c'est un peu pixelisé, mais il y a vraiment beaucoup de monde. C'est assez interactif, hein, il y a des tableaux au mur, les gens se lèvent, les gens se parlent, il y a vraiment plein de monde. Autre chose, en tant que membre des équipes, le moment où vous allez beaucoup interagir, ça va être les étapes 2 et les étapes 3. Un peu aussi l'étape 4, parce que vous allez voter sur vote de confiance, etc. Mais c'est surtout au moment des team breakout, voilà. En fait, ça va être un sprint planning à l'échelle de l'équipe. Donc, c'est le moment où, comme dans un sprint planning, vous allez interagir, vous allez discuter, lever des risques, etc. Voilà, c'est vraiment les 2 moments où vous allez être les plus actifs, entre guillemets. La première partie, c'est vous allez recevoir de l'info et de la vision, éventuellement en discuter et poser des questions, mais c'est plus vous qui recevez les infos. Et les parties la plus active, c'est l'étape 2 et l'étape 3. En gros, en termes de participation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pendant le PI planning que tout ce qui est dépendance, tout ce qui est adhérence entre les équipes sont identifiés, sont mis sous contrôle, sont sécurisés. Donc, ce qu'on voit sur la photo, c'est que chaque table représente une équipe du train. L'équipe sur l'étape 2 va réfléchir à son propre planning. Mon planning de mon équipe B, voici tout ce qu'on doit faire sur la durée du train. Ah, j'ai une adhérence, je vais me lever et je vais aller voir l'équipe d'à côté, l'équipe C, sur la table d'à côté, pour dire j'ai un problème, j'ai une adhérence, j'ai une dépendance. J'ai besoin de le livrer sur le 3e sprint du train. Est-ce que vous avez la possibilité de me livrer ma dépendance sur le sprint d'avant? Donc le sprint 2, oui, non. Donc l'équipe C va prendre en compte cette contrainte dans son propre planning pour assurer la livraison de la dépendance dans les bons délais. C'est pour ça que c'est extrêmement dynamique et que les équipiers, les membres des équipes vont constamment se lever de table en table pour aller vérifier les impacts de leur propre planning sur le planning des autres et vérifier que, en termes de dépendance, le plan est possible. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur Scrum et l'agilité en général, pas Scrum, Safe, l'agilité, enfin Scrum aussi, l'agilité à l'échelle, etc. Obey propose un certain nombre de formations, soit directement animées par Obey, soit en externe, que vous pouvez voir là. Donc une partie sur l'agilité, pas à l'échelle, l'agilité entre guillemets normale, et une partie sur l'agilité à l'échelle. Vous pouvez aller voir dans Talentsoft, si vous voulez, le détail des formations. Et s'il y en a qui vous intéressent, eh bien, il faudra vous rapprocher de votre manager pour voir si elle est pertinente et comment on peut l'organiser. Et donc là, vous avez en clair hein, l'agilité pas à l'échelle et en orange plus foncé l'agilité à l'échelle. Et maintenant, nous allons lancer un petit quiz pour savoir ce que vous avez retenu de cette présentation. Petit quiz que je vais laisser Laurent mettre le lien dans... Ah oui, ou partager. Oui, c'est vrai que non, il faut le partager puisque les questions apparaissent.
en suivant le lien et en entrant le code PIN ou en flashant le QR code, vous aurez juste les boutons pour répondre, mais du coup, les questions apparaîtront sur l'écran partagé. Laisser quelques... Est-ce que vous pouvez envoyer le lien dans la discussion, s'il vous plaît? C'est plus simple pour ceux qui utilisent des téléphones. Alors, si tu utilises un téléphone, le plus simple, encore beaucoup plus simple que le lien, c'est de flasher le QR code. Ça va tout te setup automatiquement. Et oui, on envoie le lien tout de suite. Merci. Et à cause de contraintes de licence, malheureusement, seulement les 40 premiers vont pouvoir participer. On a déjà... Et bizarrement, il y en a 50 qui arrivent à se connecter. On a eu un upgrade de licence pendant la ligne. Ah, bah c'est 50. C'est 50. Bon, eh bien, désolé, nous sommes victimes de notre succès. Il y avait 50 inscrits, on se disait, bah c'est bon, bah voilà, il y a eu le double de gens qui sont venus. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que c'est un gros succès. Pour ceux qui ne connaissent pas Kahoot, on vous donne rapidement le fonctionnement. Sur l'écran projeté, vous allez avoir la question et les propositions de réponse. Sur votre écran personnel, vous allez ne pas voir les propositions de réponse, vous allez juste avoir les couleurs. Donc, il faut que vous associez les réponses affichées sur l'écran projeté avec les couleurs que vous aurez sur votre propre écran. Plus vous allez vite, plus vous marquez de points. Parti ? C'est parti. Première question. Est-ce que l'agilité à l'échelle? Non. Première question. Est-ce que vous êtes prêts? Question très compliquée. Oui ou tout à fait. Six personnes qui se demandent s'ils sont prêts ou pas, et ça fait 4. Deux. Est-ce que les deux vont pouvoir répondre avant le 1? Ah non. Bon, ben on en a. Bravo à tous. Hein. Les deux réponses étaient bonnes. Et vous marquez le magnifique total de 0 points, parce que c'était une question qui compte pour du beurre. Mais nous sommes tous égaux. C'est égalité à 0 points. Bravo à tous. Bravo à vous. Pourquoi est-il parfois nécessaire de passer à l'agilité à l'échelle? Est-ce que c'est pour prendre de la hauteur? Est-ce que c'est pour pouvoir gérer des produits trop gros pour une seule équipe? Est-ce que c'est pour centraliser le contrôle de ce que l'entreprise produit? Ou la réponse D? Eh bien oui, c'était pour gérer des produits trop gros pour une seule équipe. Et pas pour centraliser le contrôle, parce que justement, le but, c'est de décentraliser un maximum ce qu'on fait, mais effectivement, on a besoin parfois d'avoir une vision à l'échelle. Et le mot-clé pour la réponse jaune, c'était on ne voulait pas centraliser les choses. Donner une cohérence, mais c'est pas centraliser. Bravo à Flo qui a répondu en une demi-seconde. Un peu plus d'une demi-seconde. Quelle rapidité, incroyable. Question suivante. Quels sont les 3 niveaux de safe au-dessus de l'équipe Scrum? Donc, une équipe, c'est une équipe Scrum, un groupe d'équipes, puis un groupe de groupes d'équipes, etc. Est-ce que c'est un train, une solution, un portfolio? Est-ce que c'est un bus, des problèmes, Porto Vecchio? Ou est-ce que c'est une feature, une capability, une épique,
Ou enfin, est-ce que c'est le Comte Dooku, Qui-Gon Jinn ou Obi-Wan Kenobi? Bravo. Et vous remarquerez Un que, amateur de Star évidemment... Wars. Pardon? Il y a un amateur de Star Wars, apparemment. Oui, et justement, je voulais dire, vous remarquez que Obi-Wan Kenobi était en dernier, au plus haut niveau, parce que Obi-Wan Kenobi a le high ground, toujours. Donc, il est en haut. Et oui, c'était le train et la solution et le portfolio. La feature, la capability et l'epic, ce sont les artefacts qui vont être utilisés. C'est l'équivalent de la story pour le train, pour la solution et pour le portfolio. Mais l'équivalent de l'équipe, au niveau au-dessus, c'est un train, et au niveau au-dessus, c'est une solution. Au niveau au-dessus, c'est un portfolio. C'est Et serré, bravo là. à Gaël qui passe devant. C'est serré. On est dans le centième de seconde. Ensuite, pardon, concernant le PM et le RTE, quelle proposition est fausse? Attention, Flanchet, la réponse fausse. Le RTE est responsable de l'efficacité du train. Le PM est responsable de la valeur business de l'incrément du train. RTE signifie Release Train Engineer. PM signifie Project Manager. Facile. Donc, Eh bien, c'était donc PM qui signifie Product Manager et pas Project Manager. Effectivement, le RTE est responsable de l'efficacité du train. pour le Le PM... RTE, le Scrum Master est responsable de l'efficacité du dispositif de son équipe, par exemple de Scrum. Le RTE, c'est un Scrum Master de Scrum Master, donc le RTE est responsable de l'efficacité du train. C'est-à-dire que c'est lui qui va devoir faire en sorte que le PI planning soit efficace, que toutes les synchronisations soient efficaces et fonctionnent bien, qui va devoir aider à l'élimination de tout ce qui est obstacle, tout ce qui est irritant au niveau du train, donc au niveau de la synchronisation et de la gouvernance du train. Exactement. Et donc, le RTE signifie bien Release Train Engineer. Et de son côté, le PM, qui est un PO de PO, est responsable de la valeur business de l'incrément, de la qualité fonctionnelle. Et donc, au quotidien, le PM, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alimenter son backlog au niveau du train, il va travailler sur la priorisation, il va aller travailler auprès des business owners, auprès des utilisateurs pour bien prioriser, pour bien comprendre ce qui doit être fait. Et il va travailler aussi main dans la main avec les différents PO pour dispatcher, enfin déjà pour découper ses besoins en besoins plus petits pour chacune des équipes et pour bien les prioriser, pour bien communiquer la valeur de tous ces besoins-là. Qui est en tête? Gaël reste en tête. Bravo Gaël. Flo a disparu. Rapide, mais voilà, il a été rattrapé par le reste. Par le peloton. Il n'y a rien à jouer. Voici la dernière question. Bien sûr, c'est la dernière question. Combien de temps dure un PI planning? Est-ce que ça dure 2 jours? Est-ce que ça dure 10 semaines? Est-ce que ça dure un trimestre? Ou 12 parsecs? Alors, et oui, ça dure 2 jours. Le PI, le Product Interval, dure un trimestre. Mais le PI Planning, l'événement PI Planning, dure 2 jours. 12 parsecs, c'était le Kessel Run de Han Solo. Mais oui, donc le PI Planning, c'est 2 jours. Et le PI tout court, c'est un trimestre. On dit souvent que ça peut paraître long, lourd et coûteux de rassembler toutes les équipes pendant 2 jours, mais d'un certain côté, dans une équipe Scrum, un sprint planning peut durer jusqu'à 8 heures pour une équipe de 12 personnes et pour des sprints d'1 mois. Donc 8 heures déjà, ça peut paraître beaucoup, mais il s'agit de planifier l'activité des 12 gars sur la durée d'1 mois. Là, un PI planning, on parle de planifier l'activité de plusieurs équipes sur la durée d'1 trimestre. Donc, c'est important d'investir le temps suffisant pour que
toutes les problématiques soient bien identifiées, les différents backlogs soient bien planifiés et de favoriser au maximum l'atteinte des objectifs du trimestre. Donc c'est un temps, certes long, mais qui n'est pas finalement si long que ça, parce que un PI planning, ça passe très vite. Et c'est très critique pour la tenue des engagements. L'autre point, c'est que dans le PI planning participent tous les membres de toutes les équipes. Donc pareil, on peut se dire, ça fait beaucoup de monde au final, ça fait plus de 120 personnes maximum qui peuvent être rassemblées pendant 2 jours. C'est un coût pas négligeable de rassembler toutes ces personnes-là. On peut dire pendant 2 jours, ils ne vont pas produire. Mais de la même manière, c'est important que tout le monde soit là pour que tout le monde déjà se sente impliqué, engagé dans les objectifs, que tout le monde ait connaissance des objectifs et que tout le monde se sente impliqué dans la vie du produit. C'est ça. C'est comme beaucoup d'événements agiles. Certains événements agiles, en tout cas, il y a des gens qui peuvent penser que c'est coûteux en termes de temps, mais il faut contrebalancer ça avec la valeur qu'on en tire et éviter les problèmes, anticiper les risques, anticiper les dépendances. Entre guillemets, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que mieux vaut passer 2 jours à faire ça et à la fin passer un trimestre tranquille que de faire ça vite fait, mal fait et de passer le trimestre à essayer de rattraper tous les trucs qu'on n'a pas anticipés, qu'on n'a pas préparés, qu'on n'a pas discuté. J'imagine que pour une meilleure efficience, dans le cadre du télétravail, il faut que tout le monde soit présent physiquement. Oui. Pour le PI planning. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va recommander de toute façon dans la majorité des événements agiles pour que tout le monde puisse se sentir impliqué, pour que les ateliers soient plus dynamiques, efficaces. Le présentiel va être très important. Idéalement, effectivement, c'est le cas. Moi, j'ai déjà travaillé dans un contexte où il y a du télétravail, ça peut s'arranger. Mais des fois, c'est sur des sites, voire des pays différents. Et là, c'est très compliqué d'avoir les gens sur le même site. Et ça nécessite, en plus, je veux dire, si on a une partie des gens en remote, ça nécessite de concevoir tout l'atelier en remote. Oui, on peut pas faire dans un mode hybride. Voilà. Mais ça, la colocalisation des équipes, c'est aussi une recommandation ou si ce n'est tous les frameworks agiles. Et ça aide énormément. Il y a des fois où c'est pas possible. Mais idéalement, oui, c'est présentiel pour tout le monde. Merci. On a vu une étude il n'y a pas si longtemps que ça qui a démontré que un même atelier en présentiel aura un gain d'efficacité de x3, quasiment x3, c'est 2,8, par rapport au même atelier fait en distanciel. Parce que, si on donne l'exemple de ce webinaire-là, je jette la pierre à personne, mais je sais bien qu'il y en a une grosse partie qui est semi-attentive, qui rédige des mails, qui fait autre chose, etc. On jette la pierre à personne. Merci d'être venu. Mais c'est la même chose quand dans un atelier participatif, le but d'un PI planning, c'est qu'on puisse anticiper les problématiques de tout le monde, même du testeur. Le testeur, il va peut-être avoir des besoins particuliers, un environnement dédié pour le prochain livrable. Peut-être qu'il va avoir besoin de jeux de données très particuliers ou de moquer certaines fonctionnalités pour pouvoir atteindre l'objectif de fin du sprint. Si le testeur n'est pas là ou n'est pas impliqué parce qu'il est en train de tester justement le dernier sprint, on risque de passer à côté d'éléments qui sont bloquants ou à risque sur le prochain livrable. Ok. On regarde qui est le grand vainqueur? Oui. Bravo à tout le monde. Et bravo à Hugo qui est 3e. Phil 2e. Et notre grand vainqueur. Roulement de tambour. Bravo Gaël. Bravo Gaël. Donc, tu n'as gagné rien du tout. Je laisse reprendre la main. Oui. C'est serré quand même. Oui, c'était très serré. Pour aller plus loin, donc, comme je vous le disais, il y a l'article que j'ai écrit sur le blog d'Obey. Allez-y, ça me fera des clics, ça me fera des vues. On va dire, regardez, mon article a énormément de succès, c'est trop bien. Et donc, je parle un peu de la comparaison entre les principaux frameworks que sont Safe, Less, Scrum at Scale et Spotify. On vous a mis les liens aussi alors, ils sont aussi dans l'article, mais
directement dans la présentation qui vous sera partagée les liens pour les documentations officielles de ces 4 frameworks-là. Et voilà. Et vous avez aussi donc les formations, hein, comme on le disait, que vous pouvez regarder si vous voulez vous former sur un de ces frameworks, en particulier sur Safe. Et maintenant, eh bien, c'est le moment où nous allons essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Il y en a quelques-unes déjà qui ont été